Le temps m'a déposé au cœur de Rome, entre le marbre et la poussière. Mes pattes ont résonné sur le sol du forum, entouré de bâtiments de pierre. Les voix discutaient du destin, comme s'il était déjà scellé. C'était l'année 44 avant Jésus-Christ. L'air était lourd de politique. Une tension qu'on pouvait respirer, l'ambition chuchotée dans les coins, la peur déguisée en discours publics. La ville semblait éternelle, des temples de marbre blanc, des colonnes qui touchaient le ciel, des statues célébrant des victoires anciennes. Mais derrière toute cette grandeur, on voyait les fissures. Rome dominait maintenant l'Égypte de Cléopâtre, la Gaule sanglante et tout le Levant. Des territoires qui exigeaient des décisions rapides, le pouvoir concentré et la main de fer. Chaque choix pour l'efficacité sacrifiait un morceau de la liberté que Rome prétendait protéger. Le Sénat réunissait des hommes fiers de leurs titres anciens et de leurs lignées illustres. Ils parlaient de lois éternelles, de traditions sacrées et de vertus. Mais leur regard révélait la vérité. Une peur profonde de devenir insignifiant. Quand les institutions vieillissent, elles confondent leur survie avec la moralité. Dans cet espace du pouvoir politique, la vertu était devenue une arme contre les rivaux. Jules César dominait les conversations, même en son absence. Son nom circulait à la fois comme menace et comme espoir. Le conquérant de guerres impossibles, adoré des soldats, idolâtré par le peuple. Pour beaucoup de sénateurs, il était le sauveur de l'ordre. Pour d'autres, le signe de la fin de la République. J'observais les sénateurs dans les couloirs. Des chuchotements, des regards tendus, des calculs rapides d'alliances qui pourraient les sauver. Ils ne parlaient pas seulement de politique. Ils parlaient de qui comptait encore dans un monde où un seul homme détenait tant de pouvoir. Rome respirait profondément, comme un athlète avant l'effort final. On le sentait clairement. Ce jour ne serait pas mémorisé pour des discours brillants, mais pour un geste simple, rapide et irrévocable. Marcus Junius Brutus marchait dans Rome en portant deux héritages qui ne pouvaient coexister. D'un côté, il était l'arrière-arrière-petit-fils du Brutus qui avait expulsé le dernier roi et aidé à fonder la République. De l'autre, il avait été adopté par Jules César comme fils politique, protégé et espoir dynastique. Il était le point exact où la politique se heurtait à l'affection. Pour Brutus, la République n'était pas seulement un système pratique, mais une idée morale. Pour lui, Rome était un principe, des citoyens égaux devant la loi, qui ne se plieraient jamais à la volonté d'un seul homme, si brillant soit-il. C'était sacré pour lui. Mais les idées ne vivent pas seules dans un univers abstrait. Elles vivent dans les gens. Et les gens ressentent le doute, la peur et la gratitude. Brutus admirait sincèrement Jules César. Il lui devait sa position, son prestige, même sa protection. Cette contradiction ne le rendait pas faible. Elle le rendait profondément humain. Cassius, amer et vétéran des intrigues politiques, s'approcha lentement, choisissant chaque mot avec soin. Il ne parlait pas de haine ou de mort. Il parlait du devoir civique, de sauver la République, d'honorer les ancêtres. La manipulation la plus efficace ne semble jamais immorale au début. Je vis Brutus lire des lettres anonymes qu'on laissait dans sa maison. Des messages qui exaltaient ses ancêtres, qui lui demandaient du courage, qui rappelaient l'honneur familial. Il ne demandait juste pas une action directe. Il plantait seulement la culpabilité, comme des graines. Et la culpabilité est l'une des forces les plus faciles à manipuler. Son esprit devint un champ de bataille. D'un côté, la loyauté personnelle envers l'homme qui l'aimait et le protégeait. De l'autre, la loyauté envers une abstraction, la République. Quand les idées commencent à compter plus que les gens, les décisions extrêmes cessent de sembler impossibles et commencent à sembler nécessaires. Les conspirateurs ne se voyaient pas comme des traîtres. Ils se voyaient comme des gardiens, comme des sauveurs. Dans ces réunions secrètes de la nuit, ils ne parlaient plus de Jules César comme d'une personne, mais comme d'une menace abstraite. Ils ne discutaient pas de ses victoires militaires. Ils discutaient de ce qu'il représentait pour l'avenir de Rome. Jules César avait été nommé dictateur à vie, un pouvoir sans précédent. C'était un titre légal, approuvé par le Sénat lui-même.
mais chargé d'un symbolisme dangereux. Le mot « dictateur » brûlait encore dans la mémoire collective. La fin de la liberté, la tyrannie, la mort de l'égalité. L'ironie était claire, bien que presque personne ne voulait la voir. La République elle-même avait créé ce pouvoir absolu pour se sauver des crises militaires et politiques. Et maintenant, elle le redoutait. Les systèmes préfèrent blâmer les individus ambitieux, plutôt que d'admettre leurs propres défauts structurels. Brutus écoutait plus qu'il ne parlait. Il était réticent, mais laissait les arguments s'accumuler, comme quelqu'un qui cherchait la justification et non la vérité. Quand quelqu'un veut croire à quelque chose de tout son cœur, il trouve les raisons facilement. La conspiration a grandi non par la force des faits, mais par la force d'une conviction partagée. Personne ne proposait des réformes, des limites légales, des négociations. La pensée binaire dominait. Jules César vivant signifie « la République est morte ». Jules César mort signifie « la République vit ». Cette simplification morale est toujours un signe de tragédie imminente. La décision éthique était déjà prise dans le silence de chaque conspirateur. Seule la question pratique restait. Le 15 mars de l'année 44 avant Jésus-Christ, les célèbres Ides de Mars. Rome s'est réveillée comme n'importe quel autre jour, mais l'histoire ne savait pas qu'elle entrait dans cet instant. Le Sénat s'est réuni au théâtre de Pompée. J'ai marché entre les colonnes en sentant quelque chose de dense dans l'air, un présage transformé en poids. Jules César avait reçu de nombreux avertissements. Calpurnia, sa femme, avait des cauchemars terribles, criant du sang. Les devins lui annonçaient de mauvais présages. Un homme lui avait mis un morceau de papier dans la main qui disait « Méfie-toi des Ides de Mars ». Mais les hommes habitués au pouvoir apprennent tôt à ignorer tout ce qui menace leur sentiment d'invulnérabilité. Il entra sûr de lui, presque désarmé. Il était entouré de visages souriants, de sénateurs qu'il avait loués quelques heures auparavant. Il n'avait pas une garde personnelle forte. Il n'avait pas de véritable protection. Le pouvoir absolu crée l'illusion de sécurité absolue. Et cette illusion est un mensonge dangereux. Les conspirateurs se sont approchés lentement, prenant des positions calculées. Chacun portait une dague cachée sous la toge blanche. Le plan dépendait de la participation de tous. Succès partagé, culpabilité partagée, aucun responsable unique. Tullius Cimber a frappé le premier, avec un coup aux côtes. Puis Casca. Ensuite Decimus, Metellus et les autres. C'était 23 coups chaotiques, désordonnés, presque désespérés. Il n'y avait pas de noblesse dans ce moment imbibé de sang. Seulement la peur, la précipitation, la panique transformée en mouvement frénétique et encore couvert de rouge. Jules César a vu Brutus parmi les derniers attaquants. Ce qui apparut dans ses yeux n'était pas seulement la douleur physique des blessures, c'était la reconnaissance ultime de la trahison par la personne en qui il avait le plus confiance, celle qu'il appelait « fils ». Les paroles attribuées à Jules César ont résonné pendant des siècles, qu'elles soient vraies ou non. « Toi aussi, Brutus » n'est pas seulement une citation historique, c'est un symbole. C'est le moment exact où le pouvoir absolu comprend qu'il a perdu toute légitimité morale. Jules César est tombé près de la statue de Pompée, son ancien rival militaire, mort depuis des années. C'était une ironie parfaite. Rome assassinait son chef le plus puissant au centre de la politique, devant l'image de son ancien ennemi. Le forum est devenu silencieux. Les conspirateurs ont levé leurs mains couvertes de sang et ont crié « Liberté ! La République est sauvée !» Ils y croyaient vraiment. Ils étaient là convaincus d'avoir sauvé Rome avec des poignards et des idéaux. Mais le peuple n'a pas réagi comme prévu. Il n'y a pas eu de célébration immédiate. Il y a eu de la confusion, une peur profonde, un silence qui pesait. Tuer une personne ne répare pas automatiquement un système politique brisé. Brutus est resté immobile à côté du cadavre. La prétendue victoire n'a apporté aucun soulagement, seulement un vide lourd, un vertige intérieur. Les idées réconfortent rarement quand le coup humain gît à tes pieds. La République n'avait pas été sauvée ce jour-là. Elle avait reçu une blessure quasi mortelle.
Rome sombra presque immédiatement dans l'effondrement politique. Le Sénat perdit le contrôle en quelques heures. Certains sénateurs ont fui. De nouvelles factions ont émergé. La peur s'empara des rues comme une épidémie invisible. Marc-Antoine, qui était consul et allié proche de Jules César, prit le contrôle du cadavre et du récit. Son oraison funèbre au Forum transforma le deuil silencieux en rage populaire organisée. Marc-Antoine montra la toge déchirée de Jules César. Il lut son testament devant le peuple. Il décrivit chaque blessure. En quelques instants, les libérateurs qui prétendaient défendre la République devenaient des assassins aristocratiques qui avaient tué le protecteur du peuple. La foule attaqua les maisons des conspirateurs. Ils ont fui Rome dans la nuit, en silence et en panique. La ville était maintenant sous le contrôle de Marc-Antoine et de ses troupes. Tuer une personne puissante n'élimine pas les forces politiques qui l'ont soutenue. Au contraire, cela les libère, et elles deviennent souvent plus dangereuses quand il n'y a personne pour les contenir. La guerre civile que les conspirateurs voulaient éviter devint inévitable. Brutus s'enfuit en Grèce, puis en Asie mineure. Il rassembla des armées financées par des pièces romaines qui portaient encore le visage vivant de Jules César. Il y avait une ironie amère dans chaque transaction. En l'année 43 avant Jésus-Christ, il découvrit la vérité qui détruisit ses espoirs. Marc-Antoine et Octave, le jeune héritier de Jules César, avaient formé une alliance gouvernementale de 3 hommes contre lui. Brutus devint l'ennemi officiel du nouveau Rome. En l'année 42 avant Jésus-Christ, en Macédoine, vint la bataille de Philippe. Brutus affrontait des armées supérieures en nombre et en ressources. Le premier assaut se termina dans une sorte de stalmate. Le second fut une défaite totale, son armée anéantie sur le champ. Il regarda ses soldats fuir ou tomber. Il monta une colline proche et demanda à son ami Strato une épée. « La vertu » demanda-t-il doucement, « n'est-elle qu'un mot creux ?» Il se jeta sur la lame et la enfonça dans sa poitrine. Il mourut comme il avait vécu, en conflit. Pas comme un lâche en fuite, mais comme un homme incapable de vivre dans un monde qui niait tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait sacrifié. Cassius était déjà mort aussi, par suicide après Philippe. La République que Brutus voulait sauver est morte sur ce champ, non pas avec des poignards silencieux dans une salle de pierre, mais avec le fracas assourdissant de la guerre. Octave consolida un pouvoir presque absolu dans les années qui ont suivi. En l'année 27 avant Jésus-Christ, il devint Auguste, le premier empereur de Rome, mais il préféra s'appeler premier citoyen. Une fiction légale que Rome accepta sans trop de questions. Le meurtre de Jules César n'a pas empêché la tyrannie. Il a enseigné comment l'organiser mieux. Apparence de république, armée fanatiquement loyale, propagande soignée et loi qui semblaient légitimes. L'histoire ne récompense pas les bonnes intentions. Elle récompense ceux qui comprennent comment les systèmes fonctionnent réellement. La trahison de Brutus n'a pas tué un tyran. Elle a ouvert le chemin à un système politique encore plus efficace, plus durable et bien plus difficile à remettre en question. Les idéaux déconnectés de la réalité ne détruisent pas leurs ennemis. Ils se détruisent d'abord. J'ai poursuivi mon voyage, portant avec moi la leçon que Rome a refusé d'apprendre. Les principes sans action pratique sont un luxe que les empires ne peuvent pas se permettre. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers les moments qui ont façonné l'histoire de l'humanité, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. L'histoire ne punit pas les méchants. Elle punit les erreurs répétées. Je serai là pour les observer avec toi, dans chaque époque. À bientôt.